Bonjour à tous et à toutes, je suis Marion, diététicienne et fondatrice de Mon Suivi Diète. Je suis accompagnée d'Élise, diététicienne et créatrice des formations Diète en transition. Et aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler efficacité et organisation du travail quand on est en libéral. Avec Élise, depuis 2 ans, on a la chance d'échanger avec de nombreux diététiciennes qui exercent en libéral, tous des diététiciens passionnés par leur métier, mais on entend régulièrement la même problématique revenir dans nos échanges, que ce soit des jeunes diètes d'ailleurs ou des diètes plus expérimentées. Il y a souvent une volonté à la fois de trouver une meilleure organisation, d'arriver à se créer un planning et de respecter ses engagements, de se recentrer, d'arrêter de papillonner et de définir des objectifs, et puis d'arrêter de procrastiner et d'avancer réellement dans leurs projets qui leur tiennent à cœur. Ce sont des problématiques qu'on a identifiées chez les autres, mais chez nous aussi, et je crois que c'est assez fréquent finalement chez toute personne qui exerce à son compte. Lorsqu'on choisit d'exercer en tant qu'indépendant, c'est souvent pour être libre, pour avoir le choix de faire ce qu'on veut quand on veut. Mais ça peut aussi vite se retourner contre nous parce que justement les possibilités sont infinies et que pour rester efficace et exercer avec sérénité son activité, il faut être capable de choisir, d'analyser, prendre du recul face à sa situation et définir ses priorités. C'est pas toujours facile, surtout quand il faut tenir compte en plus de tous les impératifs liés à notre vie privée. Bref, ça peut vite devenir un vrai casse-tête, on peut se sentir perdu, submergé ou bien courir dans tous les sens en passant d'une urgence à une autre. Du coup, avec Élise, nous avons voulu créer un épisode pour tous les diététiciens qui se reconnaissent dans tout ce que je viens de dire. Et pour cela, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Aujourd'hui, on accueille Nicolas, qui est le mari d'Élise. Ensemble, ils ont créé Diète en transition. Et ça fait maintenant plusieurs années que Nicolas accompagne les diététiciens, justement sur toutes les questions d'organisation et d'efficacité au travail. Donc tous ensemble, tous les trois, nous allons faire de notre mieux pour vous donner les clés pour prendre le recul nécessaire sur votre situation et élaborer un plan d'action pour avancer dans vos projets tout en allégeant votre charge mentale. Et si vous cherchez à mettre en place un suivi entre les consultations avec vos patients, un suivi qui soit efficace et non chronophage, et que vous souhaitez des conseils pour bien vous organiser, je suis disponible. Vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement avec moi pour en discuter et pour échanger sur Mon Suivi Diète. Le lien sera dans la description de la vidéo. Allez, générique ? Bienvenue sur le podcast Entre deux passions. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Bonjour! Bonjour Marion, bonjour Nicolas. Bonjour les filles. Alors Nicolas, je t'ai introduit brièvement en tant que co-créateur des formations Diète en transition avec Élise, mais il faut aussi dire que tu es un peu l'homme de l'ombre du podcast finalement, puisque c'est toi qui assure toute la partie technique du podcast, qui nous aide aussi à organiser nos idées avec Élise et à nous motiver avant de démarrer l'enregistrement. Et c'est toi qui nous a motivés à faire le podcast. Ouais, alors, ça veut dire ça. On sera jamais là ici sans. J'avoue, moi, c'est un média que j'aime beaucoup et je pense que c'était quelque chose de bien organisé pour toutes les diètes. Donc voilà, moi, ça me fait aussi très plaisir de vous aider. On est ravis en tout cas de t'avoir ici, premier homme sur le podcast Entre deux passions. T'as quand même de la chance. Quel honneur vous me faites. Oh là là. Donc voilà, non diététicien en plus. Donc toi, Nico, tu es ingénieur de formation, tu as travaillé quand même comme chef de projet pendant des années. J'étais ta première cliente en tant que diététicienne. Eh oui. Parce que voilà, tu m'as quand même énormément aidé quand j'ai retravaillé toutes mes consultations. Tu m'as énormément coaché, conseillé pour améliorer le contenu et la forme de mes consultations. Donc, merci beaucoup. Et là, je suis vraiment aussi super fière que tu puisses aider. Là, ça fait quand même quelques années que tu aides d'autres diètes dans leur projet professionnel pour essayer de l'améliorer. Donc, c'est vraiment une super fierté, en tout cas, que j'ai d'avoir mon mari qui puisse collaborer et soutenir le métier de diététicien au quotidien. Ben oui, mais c'est toi je te remercie aussi, ma chérie, parce que tu m'as aussi permis de m'extirper d'un travail que je n'aimais plus et de faire une activité dans laquelle je suis beaucoup plus épanoui. Donc, au final, tu me l'as rendu 1000 fois alors. Merci aussi, ma chérie.
Donc aujourd'hui, tu accompagnes plus précisément du coup les diététiciens. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, enfin quelle est ta partie dans Diète en transition, de quoi tu t'occupes plus exactement et qu'est-ce que tu as mis en place avec les diététiciens finalement? Oui, alors c'est-à-dire que donc ici, on a la partie formation en ligne, et donc si les diététiciens et diététiciennes souhaitent vraiment bénéficier d'un accompagnement particulier, voilà, on a un programme qui s'appelle Le Ressort, qui est constitué de 3 à 6 séances en fonction des besoins. Et en fait, il y a vraiment 2 profils qui s'inscrivent à ce programme. Le premier profil, c'est des gens qui ont vraiment besoin, voilà, ils sentent qu'au niveau de l'organisation, il y a quelque chose qui ne va pas. Des gens qui sont soit complètement dans le rouge, et voilà, ensemble, on va essayer de trouver le point à débloquer pour que ça aille mieux. Et le deuxième type de profil, c'est vraiment des personnes qui ont un projet de cœur, qu'ils aimeraient bien démarrer, mais voilà, on sait pas trop quoi faire, on n'a pas trop de stratégie, l'idée a l'air super chouette, mais voilà, on va construire les étape 1, étape 2, étape 3 pour partir de ce truc qui n'est qu'une idée et le transformer en projet vraiment bien réel. Alors donc dans toutes les consultations que tu fais, qu'est-ce que tu observes vraiment comme grosse difficulté auprès des diètes que tu rencontres et que tu coaches? Oui, ce problème du manque d'organisation, c'est quelque chose qui est vraiment verbalisé très tôt en premier lieu. Alors c'est quelque chose de vague, il peut y avoir beaucoup de choses derrière, mais je pense que le sentiment, il est vraiment réel. C'est un peu parfois la course perpétuelle. Vraiment ce manque, en tout cas cette sensation de pas avancer, ou de pas avoir la satisfaction qu'on fait un bon travail. Ce qui ressort aussi pas mal, c'est un peu une impression de papillonner ou de procrastiner. Du coup, Marion, toi peut-être tu as ça. Je sais bien que tu fais énormément de consultations, des gens qui prennent rendez-vous avec toi. Je sais bien que tu aussi animes des ateliers pour apprendre à mieux se servir de Mon Suivi Diète. Donc vous devez beaucoup échanger. Est-ce que justement, j'en profite pour te poser la question. Est-ce que tu observes aussi les mêmes choses que moi? Ouais, carrément, effectivement, dans les groupes, les sessions de groupe qu'on fait avec les diététiciens qui utilisent l'application, c'est un truc, je crois que c'est le premier sujet qu'on aborde, en fait, comment s'organiser avec l'outil. Et en fait, c'est aussi un moyen de parler de l'organisation en général. Et c'est vrai que c'est... comme je le disais en introduction, c'est des problèmes que rencontrent à la fois les diètes qui s'installent au tout démarrage et puis après que peuvent rencontrer d'autres diététiciennes avec plus d'expérience. Voilà, c'est d'autres problèmes d'organisation, mais ça revient toujours finalement. Il y a toujours matière à s'améliorer dans ce domaine-là et du coup à rendre ces consultations après plus efficaces, parce que je pense que c'est ça en fait, une meilleure organisation, c'est pour ensuite être plus efficace en consultation et dans son activité en général. Et est-ce que, du coup, toi, tu as pu identifier pourquoi, enfin, quelle était la source de ce manque d'organisation chez les diététiciens? Oui, en fait, en discutant, voilà, et en avançant dans tout ça, moi, j'ai pu identifier, en passant en revue un petit peu le contenu de mes consultations, un gros problème qui revient, c'est la gestion des plages de consultation. C'est-à-dire que on va prendre des patients dans des plages de rendez-vous qui sont pas forcément prévues, ou pour leur faire plaisir, ou alors quand on a vraiment un patient qui va mettre une pression énorme pour avoir ce rendez-vous tout de suite. Voilà, c'est le diététicien, la diététicienne qui va faire preuve de flexibilité, un peu trop de flexibilité. La deuxième chose que je vois qui perturbe l'organisation, c'est le travail post-consultation qui prend trop de temps. C'est-à-dire que voilà, des diététiciens, diététiciennes qui vont s'épuiser à préparer plein de documents ou plein de menus, souvent à la demande des patients, au gré aux envies des patients. La troisième chose que je vois, c'est, on va dire, un manque de stratégie et de vision, en fait. C'est les deux vont un peu de pair. Et évidemment, avec tout ça, on va retrouver un problème aussi de gestion des priorités. Ce que je vois beaucoup, c'est des personnes, j'appelle ça le syndrome de l'objet brillant, je sais pas si ça vous parle. C'est-à-dire que on va voir une nouveauté, une tendance, on se dit c'est trop bien, et alors on va s'engager soit dans une formation complémentaire ou quelque chose comme ça, et sans vraiment en fait pouvoir prendre le recul et se poser vraiment la question, est-ce que ce truc va m'aider pour accomplir
mes objectifs moyen terme de 1 à 3 ans en fait? Ou est-ce que ce nouveau truc va m'aider à résoudre un problème que je vis actuellement? Voilà, ça je pense que ça c'est quelque chose, il n'y a pas ce filtre mental à chaque fois qu'on est présenté avec une nouvelle opportunité. Et du coup, ben voilà, tout ça, le fait de préparer plein de docs, d'accepter toutes les demandes des patients sans un cadre bien déterminé, de fonctionner au gré des urgences sans vision, tout ça, ben en fait, ça met en déroute. Il y a plein de sources d'imprévisibilité qui arrivent. Et donc tout ça, ben, ça fait en sorte que les gens s'épuisent, on dépense beaucoup d'énergie, sans fatiguer. Et donc quand on a fait tout ça, quand on arrive au bout de sa journée, quand on arrive quand on a géré toutes les urgences, ben, là ça devient difficile de se mettre sur ces fameux en fait projets long terme, ces projets de cœur qui a priori demanderaient toute notre concentration et toute notre énergie pour aboutir. Donc du coup je pense qu'avec tout ça c'est tous les problèmes dont on a parlé, donc il y a la frustration qui vient, l'épuisement, etc. Et donc vous allez voir, il n'y a pas de souci, hein, donc les solutions vont venir. En fait certaines diététiciennes pensent sont très critiques envers elles-mêmes. C'est aussi quelque chose que je vois beaucoup dans mes consultations. Elles pensent qu'en fait il y a un problème de discipline. En fait non, il suffit juste d'être un tout petit peu proactif et en fait tout ce dont je viens de parler, en fait, ça va devenir assez fluide. Et en fait, on est là aussi avec ce podcast. C'est aussi la raison pour laquelle je vous ai proposé de faire ce podcast. C'est que il n'y a pas besoin de changer grand chose ou de révolutionner complètement ces prises en charge. Parfois, on va changer 2 ou 3 petites choses et ça va vraiment transformer le quotidien en fait. Et là, on aura vraiment l'impression d'avancer. C'est ce qu'on dit à nos patients quand ils doivent changer leur alimentation. Ouais, on peut faire le parallèle, effectivement. Et du coup, la question qu'on se pose maintenant à ce stade de l'épisode, c'est quelles sont ces solutions-là? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce que tu peux nous donner tes trucs et astuces? Ben voilà, pour moi, le travail à faire qui va apporter le meilleur résultat. Moi, je propose de travailler sur 3 points. C'est ces fameux, souvent 3 ingrédients qui sont manquants. Ben, le premier, c'est la définition des prises en charge. Le deuxième point, c'est la gestion efficace du travail post-consultation. Et le troisième point, c'est un truc qu'on fait pas souvent, c'est justement cette création d'une vision moyen-long terme qui est claire, qui est précise et qui va en fait être notre étoile du Nord, notre objectif et qui va être en fait la fondation pour pouvoir faire notre stratégie. Et quand on aura notre stratégie, là on va pouvoir choisir et on va pouvoir en fait mieux choisir ses priorités. Tu peux peut-être nous expliquer un petit peu ce que c'est, bien définir ces prises en charge et ces plages de consultation? Oui, hein, donc pour moi, une bonne définition des prises en charge, c'est déjà la durée des rendez-vous. Donc, vous mettre d'accord avec vous-même quelle durée vous allez faire pour chaque type de rendez-vous. Les plages de consultation, c'est-à-dire dans votre semaine, quelles plages sont réservées à accueillir les patients et quelles plages ne sont pas réservées à accueillir les patients. Aussi, si vous faites les contacts entre les rendez-vous, quelles sont les règles du jeu? Quand est-ce que je vais prendre dans ma semaine le temps pour pouvoir entretenir cette relation en dehors des rendez-vous? Si je reçois une question, dans quel délai je m'engage à fournir une réponse? Voilà, pareil, il faut vraiment poser vos règles, comme ça, ce sera bien transparent pour tout le monde. Et alors, le dernier point pour la définition des prises en charge, c'est les documents à remettre. Mettez-vous d'accord pour savoir qu'est-ce que vous faites pour vos patients et qu'est-ce que vous ne faites pas et éventuellement qu'est-ce que vous faites payer en supplément. Mais en pratique, je pense qu'en théorie c'est facile et c'est peut-être même un peu évident ce que je viens de dire. Mais ce qui est compliqué, c'est vraiment, je pense, de résister à la pression de dire oui. Et ça, je le vois bien dans les consultations. Alors du coup, ça peut venir parfois des patients.
des patients, là j'ai déjà cité l'exemple du patient pressé qui voulait prendre ce rendez-vous tout de suite. Donc on ressent cette pression et on se dit oui, si le patient il prend pas rendez-vous tout de suite, s'il est pas satisfait, je vais peut-être le perdre. Qu'est-ce que je conseille moi aux diététiciens quand ils reçoivent cette pression externe? Donc, une manière de s'en sortir, c'est faire preuve, c'est les engager en fait. C'est par exemple vous avez un patient qui veut un rendez-vous tout de suite, vous allez pouvoir l'engager à déjà commencer le travail. Et ça, Marion, par exemple, si vous travaillez avec mon suivi diète, le bon réflexe, c'est vous pouvez déjà commencer votre carnet alimentaire. Et comme ça, le patient, en fait, finalement, quand il vous met la pression de dire je veux le rendez-vous tout de suite, derrière, il y a le besoin de dire en fait je suis prêt à me mettre en action, c'est maintenant en fait. Et cette pression d'avoir le rendez-vous tout de suite traduit vraiment ce besoin de se mettre en action tout de suite. Et donc, quelque part, indirectement, vous allez répondre à sa demande. En fait, vous allez lui présenter une opportunité de passer à l'action tout de suite. Donc voilà. Et alors, en ce qui concerne la pression que vous pourriez vous mettre par rapport à se dire mais non, je peux pas, je vais pas être professionnel si je ne remplis pas certains documents, etc. C'est pas facile parfois de se poser et si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez là-dedans, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous poser et d'identifier les points forts de vos suivis. Faites l'expérience, par exemple en fin de suivi, quand votre patient a plus ou moins atteint les objectifs et que ça s'est bien passé, vous pourriez demander, résumez un peu votre suivi diététique, comment ça s'est passé. Alors d'accord, c'est une question un peu vague, mais vous allez voir que le patient va vous parler en fait des éléments essentiels qui disent moi j'ai bien aimé le suivi parce que telle raison. Et ça c'est vraiment pour moi là vous allez récolter de l'or en barre parce que vous allez vraiment pouvoir identifier parmi tout ce que vous avez déployé en consultation, en fait quels ont été les gros leviers, les points importants qui ont fait un peu tout le boulot. Et ça, Élise, tu peux peut-être concrétiser tout ça avec des exemples issus de tes consultations. Alors oui, c'est une question effectivement que je pose au rendez-vous bilan. Donc moi, le rendez-vous bilan, c'est après 3 ou 4 mois de suivi qu'on fait le point un peu sur la consultation. Et donc j'aime bien leur demander, tiens, comment est-ce que vous résumeriez le suivi diététique? Alors j'ai des patients qui vont plus parler de leur changement propre, donc qui vont plus avoir un regard sur eux, sur tout ce qu'ils ont mis en place. Et c'est très bien. Et j'aime bien ma question qui est floue comme ça parce que justement, elle permet d'avoir des réponses un peu différentes d'un patient à l'autre. Et alors, j'ai des patients qui vont, me dire, oui, c'était chouette parce que les consultations étaient ludiques, c'était dynamique. J'ai appris plein de choses. C'était chouette d'avoir un contact en dehors de rendez-vous. Je ne me suis pas sentie seule, etc. Et donc, je remarque que sur base de ces réponses-là, c'est vraiment le contenu de ma consultation plus le contact en dehors des rendez-vous qui apporte énormément de valeur à mon patient et c'est ça qu'il va retenir en fait. Il ne va pas retenir spécialement les super documents que je lui ai faits et que je lui ai remis, ni le délai qu'il avait en attendant entre le moment où il m'a téléphoné et le moment où on a pris rendez-vous. C'est pas ça qui va revenir, c'est vraiment, en tout cas dans ma patientèle, c'est vraiment le contenu de la consultation plus le contact en dehors des rendez-vous. Et donc, c'est là-dessus que je mets toute mon énergie, que je mets le maximum de mon temps, en fait, que je ne dépense pas ailleurs. Ouais, je pense que c'est super important vraiment effectivement de définir ce qu'on veut proposer à son patient et quelle est sa valeur ajoutée. Moi, c'est vrai que j'ai très rapidement abandonné les documents qu'on remet après la consultation parce que je pense que ça c'est très peu lu en fait. Donc, je ne passe pas beaucoup de temps à préparer des documents après et à les envoyer à mes patients. Je préfère investir ce temps dans l'accompagnement que je vais pouvoir leur proposer en dehors de la consultation. Le travail que je fais avec mon suivi diète, c'est vraiment ce sur quoi j'ai décidé de mettre l'accent. J'estime que c'est vraiment le service que je propose, c'est ma valeur ajoutée, c'est de proposer plus d'accompagnement au-delà de la consultation. Et c'est du coup là-dessus que je vais investir du temps et de l'énergie. Et donc ça, c'est ma façon de faire. J'investis moins de temps dans la remise de documents et plus de temps dans l'accompagnement. Tous les documents que je remets, moi, en fait, en général, c'est des choses qu'on a fait en consultation, soit des exercices qu'on a vus ensemble, soit des documents qu'on a analysés pendant la consultation. Mais j'ai arrêté d'envoyer des documents sur des trucs un peu généraux, en fait, je pense que les patients qui viennent nous voir, ils attendent
autre chose que du conseil. Le conseil, on va le donner en consultation, mais repartir avec des docs qui nous disent qu'il faut manger tel ou tel truc. Je pense qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est de l'accompagnement. Comment concrètement on met ça en place dans mon quotidien à moi, quoi. Et donc c'est là-dessus que vraiment je mise, et c'est sur cet accompagnement-là. Donc après, c'est nos façons de faire, mais c'est important de se poser la question. C'est quoi ma valeur ajoutée? Il y en a qui vont remettre des menus, il y en a qui sont super fortes pour créer des recettes. Pourquoi pas? Dans ces cas-là, quel temps j'ai investi? Est-ce que je fais des trucs personnalisés? Est-ce que je fais des documents plus généraux? Enfin, vraiment se poser et bien estimer ce temps en dehors de la consultation. Je pense que c'est vraiment le gros point noir auquel on pense pas, en fait. Je pense quand on se lance en libéral, c'est qu'en fait, il n'y a pas que la consultation. Qu'est-ce que je propose en dehors de la consultation? Qu'est-ce que je vais faire, quoi? Bah oui, c'est justement le point ici on va transitionner, vu que tu nous parles de gestion des travails post-consulte. Effectivement, tout ce que vous dites, moi j'avoue que je résonne aussi beaucoup avec ça. En tout cas pour le travail post-consultation, à force justement d'échanger avec les diététiciens, nous on a pu déterminer en fait 4 règles pour mieux gérer ça. La première règle, ou en tout cas la première étape, c'est de conscientiser. C'était comme tu l'as très bien dit, Marion. Oui, il y a ce travail post-consultation et il faut en tenir compte. Il faut savoir l'estimer. Si ce dernier est trop gros, il faut le limiter et ensuite il faut le planifier. Alors conscientiser, je pense qu'on en a assez parlé, c'est ce qu'on est en train de faire ici dans ce podcast. En termes d'estimation, je sais pas toi, Élise par exemple ou Marion, est-ce que vous savez combien de temps vous prenez pour ce travail post-consultation? Moi, après le premier rendez-vous, si c'est, je renvoie un document à mon patient après par email. Si c'est un cas simple diététique, j'essaye d'être entre 15 et 20 minutes pour de travail à post-consultation pour le lui envoyer. Et si c'est un dossier un petit peu plus complexe à faire, j'essaye de ne pas dépasser les 30, grand maximum 45 minutes. Voilà. Et alors, pour mes consultations de suivi, moi, j'ai très peu de travail post-consultation à faire après. Après une consultation de suivi simple, le gros du boulot est fait pendant la consultation. Ce qui va me prendre un petit peu plus de temps, c'est en cas de rendez-vous bilan ou de fin de suivi, où là, j'ai un courrier à envoyer au médecin que je fais à ce moment-là. Donc là, ça me prend un petit peu plus de temps. Voilà. Et alors, j'aime bien en amont, moi, par contre, j'ai travaillé pré-consultation, donc j'aime bien préparer mes consultations. Donc là, ça me prend peut-être 5-10 minutes pour préparer ma consultation en amont par patient. Et toi, Marion? Alors moi, du coup, comme je disais tout à l'heure, je passe pas beaucoup de temps à envoyer des documents après la consultation. Donc souvent, après la première consultation, j'envoie un peu une synthèse, on va dire, des recommandations et de ce qu'on a pu se dire et des objectifs. Mais après, tout le temps que je vais investir en dehors de la consultation, c'est vraiment via l'appli. C'est-à-dire que tous les jours, je réponds aux questions, je m'accorde un créneau pour répondre aux questions. Et puis après, je vais regarder donc ce qui se passe, ce que mes patients ils notent dans leur journal pour leur faire des retours. Donc, c'est vraiment ce temps-là que j'investis en dehors de la consultation et qui va me permettre aussi de préparer ma consultation de suivi. Puisque ce que j'observe dans l'application, souvent, ça me permet de dégager des pistes pour la consultation de suivi. Quand je repère telle problématique, quand je vois des petites choses qui sont peut-être à retravailler en consultation, je me note. Donc ça me prend forcément un peu de temps. Je me les note pour la consultation de suivi. Et effectivement, le truc de faire télécharger l'application avant le premier rendez-vous, c'est vrai que c'est aussi, ça me permet aussi de gagner du temps parce qu'en fait, avant même la première consultation, je vais regarder ce que mon patient a complété et ça me permet là aussi de mieux connaître le patient qui va arriver en consultation, de voir son motif de consultation et donc peut-être d'avoir déjà regardé un petit peu ce que je peux lui proposer. Mais voilà, donc c'est vraiment le temps de communication via l'appli que je vais investir moi en dehors de mes consultations. Et au final, tu penses que tu l'estimerais à combien? Parce que je pense pas que tu l'aies dit ça par rapport au nombre de minutes, on va dire, si tu dois mettre un chiffre.
Alors, je passe au moins une demi-heure à 45 minutes tous les jours à répondre aux questions. Et après, c'est très flexible. Peut-être qu'il faudrait que je me fixe un temps plus fixe, mais je m'accorde 2 matinées en fait dans la semaine où je vais regarder les carnets de mes patients et je vais leur faire un retour sur leur journal. Mais ce que j'ai pas dit, et peut-être on le verra après, c'est que c'est aussi du temps que payent mes patients. C'est-à-dire que moi, ce service, je l'offre en plus à mes patients et ils payent pour avoir cet accompagnement-là. C'est vraiment, j'ai choisi de proposer ça en plus de la consultation, d'avoir cet accompagnement-là. Donc, c'est du temps investi en dehors de la consultation, mais vendu comme un service, un accompagnement en plus de mes consultations. Mais en termes de temps, tu vois, c'est assez flexible. C'est assez flexible et peut-être que du coup, j'y gagnerais à me définir vraiment un temps, comme je le fais pour mes questions, un temps pour les retours sur le carnet, quoi. Mais oui, mais c'est tellement vrai. Je rebondis sur ce que tu dis, Marion. Par rapport à tu en tiens, j'ai l'impression que tu en tiens vraiment compte par rapport au tarif en fait que tu vas proposer à tes patients. Et je pense que c'est de là aussi que viennent certaines frustrations. C'est que il y a aussi un sentiment de dire mais je suis trop peu payé en fait pour ce que je fais. Et alors il y a vraiment un sentiment je vais pas dire d'ingratitude, mais voilà, il y a quelque chose qu'on sent que voilà, il y a vraiment une fracture entre la quantité de travail qui est produite et le tarif de la consultation. Et donc pouvoir se rendre compte de dire ouais, en fait chaque rendez-vous génère aussi du temps post-consulte et en tenir compte pour définir ces tarifs, c'est super important. Moi, ce que je vous propose, c'est si vous en avez l'occasion, je sais pas où vous écoutez ce podcast, c'est vraiment de le mettre en pause et dire voilà, j'ai un nouveau rendez-vous ou j'ai un rendez-vous de suivi et vraiment d'estimer le temps. Voilà, pour chaque rendez-vous, je prends par exemple une demi-heure pour le premier rendez-vous, je prends un quart d'heure par exemple pour le suivi. Et alors, regardez un peu votre agenda, les 6 dernières semaines par exemple, vous allez compter vos nombres de premiers rendez-vous, vous allez compter vos nombres de rendez-vous de suivi. Et évidemment, vous allez faire la somme, vous allez faire la multiplication. Donc, et à la fin, vous aurez votre temps de préparation. Vous pouvez diviser par 6 si vous avez fait les 6 dernières semaines. Vous aurez un temps de préparation qui est nécessaire par semaine. Et donc là, du coup, si vous faites ce calcul, soit vous allez vous dire ok, ça va, c'est gérable, ou vous allez faire des grands yeux en disant oui, là je comprends en fait pourquoi je me mets dans le rouge. Vous êtes étonné, vous faites des grands yeux, vous dites oh là là, mais non, c'est pas possible. Voilà, là, le deuxième point ici dont on va discuter, c'est en fait comment est-ce qu'on peut le limiter tout simplement. Alors, Élise, on a déjà touché un mot, c'est-à-dire en parlant des points à identifier qui sont vraiment les gros leviers du suivi. Et aussi, Marion, tu as énormément insisté que voilà, c'est l'accompagnement, c'est le mot que tu as employé. C'est vraiment les gens cherchent l'accompagnement. C'est ça. Donc, moi, dans mes consultations, c'est vrai que voilà, je prends beaucoup de temps pour préparer ma consultation parce que je veux qu'elle soit la plus rentable possible pour mon patient et pour me dégager du temps un maximum après la consultation. Donc, voilà, moi, je préfère prendre du temps en amont de la consultation et du temps, voilà, avec l'application de mon suivi diète aussi, ça me permet de bien préparer ma consultation, comme mon patient prépare aussi son rendez-vous grâce à l'application. Donc, c'est vraiment sur ça que je mets mon énergie et le temps que je consacre en dehors des rendez-vous. Et donc, dernier point, on l'a déjà un peu abordé, mais c'est une fois que vous savez combien de temps il vous faut, que vous avez su retirer l'accessoire et vous concentrer sur l'essentiel de sorte que ce temps ne soit pas trop important, c'est de le planifier. Parce que voilà, on aura beau élaguer et il y aura quand même un minimum, il faudra quand même le prévoir. Et concrètement, vous faites ça quand? Alors justement, Marion, tu peux peut-être un petit peu rentrer dans les détails. Tu as dit que tu faisais ça un peu tous les jours. Ouais, c'est ça. Voilà. Je réponds aux questions tous les jours. Je m'engage auprès de mes patients à répondre. J'y vais une seule fois par jour, par contre. Je fais ce travail-là une fois par jour, ce qui veut dire qu'après, je ne suis plus dérangée par les questions de mes patients. J'y reviens que le lendemain. Ça évite d'avoir des échanges incessants avec les patients. Et après, 2 matinées dans la semaine, je regarde un petit peu ce qu'ils ont fait et je leur fais des retours. Après, je pense qu'effectivement, c'est important de planifier ce temps-là parce qu'il y a aussi des diètes qui enchaînent des consultations et qui n'ont pas de temps à accorder entre les consultations et qui proposent pas ce service de faire des retours à leurs patients en dehors de la consultation. Et
Et je pense que du coup, c'est à bien cadrer avec le patient, d'expliquer comment on fonctionne et quels vont être le canal pour communiquer dans ces cas-là en dehors de la consultation. Parce que, voilà, on a parlé d'accompagnement. Je pense que même si on propose pas des retours sur les journées de ces patients ou des contacts réguliers entre les consultations, je pense qu'il y a un minimum de disponibilité à garder entre les consultations, mais dans ces cas-là, il faut bien prévoir avec le patient comment ça va se passer et nous, de notre côté, s'accorder un temps pour peut-être échanger par mail ou par SMS ou voilà, répondre en tout cas aux sollicitations de nos patients et cadrer ça, le planifier vraiment parce que je vois des diètes qui se laissent assez du coup envahir par ça ou du coup c'est des mails le week-end, c'est des SMS tard le soir et ça je pense que ça devient vite ingérable et que du coup il y a le risque de dire je réponds plus à rien en fait. Je réponds pas à mes patients dehors de la consultation, j'ai pas le temps. Alors que si on s'accorde un petit créneau pour ça, peut-être que c'est plus gérable, quoi. Et toi, Élise, tu nous parles de la manière dont tu t'organises pour ton travail pré- et post-consultation pour le coup? Ouais. Alors moi par rapport à l'application, donc là pour l'instant ce que je fais c'est que moi je suis du matin, vous commencez à le savoir. J'ai du temps entre 6h et 7h du matin pour aller consulter les questions et les carnets alimentaires de mes patients. Et alors, depuis quelques semaines, là, j'ai mis en place un défi. Et donc, voilà, j'envoie des messages d'encouragement, etc. Donc ça, je le fais 3 fois par semaine. Donc, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, voilà, c'est du temps qui est consacré. Et donc, plus ou moins, ça me prend plus ou moins une demi-heure, 40 minutes ces 3 jours-là pour m'occuper de ça. Et alors, le travail pré- et post-consultation, donc là, j'ai 2 plages horaires sur ma semaine qui sont bloquées, donc une après-midi, un début d'après-midi et une matinée qui sont consacrées à préparer mes consultations. Voilà. Et alors, pour gagner du temps, en fait, pour préparer ces consultations, je passe très peu de temps à les préparer, ça va assez vite, étant donné que j'ai tous mes thèmes, toutes mes activités qui sont déjà faites. J'ai les plannings qui sont faits en amont dès le premier rendez-vous pour mes patients. Et donc, c'est très simple. Je n'ai plus qu'à aller piocher les documents, imprimer ce qu'il faut. Et j'utilise les mêmes documents pour tous mes patients. Je ne les modifie pas. Donc oui, moi, j'ai tous mes thèmes qui sont récapitulés dans un document. Et donc, je sais, quand je parle de telle activité thématique, si j'ai un document qui est fait, si j'ai des recettes, si j'ai un jeu. Donc, j'ai tout qui est bien listé, je n'oublie rien. Et donc, quand je crée mon planning de consultation, quand je prépare mes consultations, je n'ai plus qu'à aller rechercher les bons documents, à préparer les bonnes brochures. Et ça me prend 2 minutes. Ouais, clairement, ça te donne une vision de, en fait, tout ce que tu as à ta disposition. En fait, je pense que ça peut être pas mal aussi quand tu fais aussi ton planning, parce que c'est parfois, on a remarqué aussi, c'était quelque chose qui était difficile à faire pour les diététiciens, c'est-à-dire oser embarquer les patients, leur donner une vraie vision sur dire voilà, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais au prochain rendez-vous, voilà, j'ai vu qu'il y avait tel problème qui était important chez vous, on va prendre une consultation, on va vraiment travailler ça, et ensuite la prochaine, j'ai encore vu ça, on va faire ceci. Et ça peut être un exercice difficile quand si on donne une feuille blanche et dit voilà, fais le planning, oulala, c'est pas facile. Par contre, quand on a cette fameuse liste à côté de soi et qu'on a dit mais en fait j'ai ce thème là qui, je pense que ça peut l'aider. Et ça va vous aider en fait ça va simplifier le processus si vous voulez faire des plannings de consultation, je pense que ça peut vraiment vous aider de faire cette liste. Ça diminue vraiment de la charge mentale pour le diététicien, je pense, d'avoir ce document-là qui est fait et de l'avoir toujours sous la main. Et ça permet aussi de sélectionner les bonnes activités thématiques pour le patient qu'on a en face de soi et de ne pas faire à pouf, en fait, comme ça. C'est vraiment de sélectionner la meilleure activité. Nicolas, du coup, en introduction, tu nous avais parlé aussi d'avoir une vision et une stratégie peut-être plus claire, d'y réfléchir, de la formuler. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet ? Donc oui, c'est ce travail sur la vision, c'est une question qui peut paraître totalement abstraite, on se demande un peu ce que ça vient faire ici.
pourtant, pour bien faire les choses, pour vraiment faire un travail de fond, il faut faire ce travail. Ça va vraiment vous motiver en fait à vraiment bouger les choses. Et moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit exercice de projection. Prenez 2 minutes et une feuille de papier, de quoi écrire, et décrivez un petit peu votre journée idéale en détail en tant que diététicien, diététicienne en libéral. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire au quotidien ? Quelles sont les relations les plus importantes pour vous et qu'est-ce qui vous apporte le plus de satisfaction et de joie au quotidien ? Vous pouvez passer en revue aussi quels accomplissements vous souhaiteriez faire et pourquoi vous souhaitez les faire. Et qu'est-ce que vous aimeriez aussi que les gens pensent de vous et comment aimeriez-vous changer le monde ou aider les gens, pardon. Et ce travail, il est indispensable parce que ça va vraiment vous donner un guide pour atteindre votre destination en fait. Je rebondis sur ce que j'ai dit au début du podcast par rapport à ces personnes qui ont un peu l'impression de papillonner, de ne pas savoir quoi faire ou où aller, qui n'ont pas cette vision claire. En fait, c'est ça en fait qui va apporter le sens. Quand vous allez vous poser et vous dire vraiment c'est ça que je veux faire, c'est ce quotidien-là, c'est cet objectif que je souhaite, et ben tout d'un coup, tout va devenir plus simple, c'est un peu comme si on dissipait le brouillard. Et donc, en fait, chaque action que vous allez poser, du coup, aura pour but d'atteindre cette vision. Et donc, tout aura beaucoup plus de sens, vous allez vous sentir beaucoup plus motivé, la discipline, du coup, ce sera quasi automatique, les exécutions, donc la manière dont vous allez faire les choses, seront bien meilleures aussi, pour au final, cerise sur le gâteau, on n'a même plus l'impression de travailler en fait, parce que vraiment, du coup, on fait ce qu'on aime et on organise les choses pour aller vraiment vers cette vision. Ça, c'est la première étape. Et une fois qu'on a la vision, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on peut élaborer la stratégie. Parce que se lancer dans une stratégie sans avoir fait cette première étape, ça va être très compliqué. Et c'est souvent l'étape qui manque. Après, ok, c'est bien beau de rêver, mais c'est la partie où il faut se dire, ok, on va se retrousser les manches, mais comment est-ce qu'on va passer du rêve à la réalité, hein, bon. En fait, la solution, c'est carrément de prendre un rendez-vous avec soi-même. Vous pouvez faire seul ou avec une personne bienveillante qui va pouvoir vous aider. Moi, personnellement, je fonctionne comme ça. On fonctionne comme ça aussi avec Élise. Nous, on fait ça aussi, cet exercice-là, tous les à peu près 2 ou 3 mois. Voilà, c'est une période qui est assez chouette. C'est pas trop long pour pouvoir rectifier le tir assez tôt, et c'est suffisamment long que pour pouvoir appliquer une stratégie et se laisser le temps de recueillir les fruits en fait, parce que on voudrait pas changer de stratégie trop souvent sans avoir eu l'opportunité en fait de voir si ça marchait sur le long terme. Et donc c'est important pour moi de faire ce travail-là à tête reposée. Prenez-vous un temps où vous êtes frais et disponible. Et alors vous prenez une fois de plus, une fois que vous avez votre vision, vous allez la relire. C'est pour ça que c'est important de la noter et de la garder quelque part. Ça, c'est la première étape, la relire. La deuxième étape, vous allez faire une réflexion ouverte, un peu en mode journal. Pendant les 2 à 3 mois précédents, qu'est-ce que vous avez appris ? Et qu'est-ce que vous avez ressenti ? Ce sera le moment en fait de coucher tout ce qui ne va pas peut-être, parce que souvent parfois c'est pas facile de faire ce travail de vision. Et pour toutes celles ou tous ceux qui auront du mal à faire ce travail-là, commencer par les problèmes, ça peut déjà être une première étape. Donc voilà, listez tous les trucs qui vous énervent. Listez, j'ai un problème avec ça. Une fois que ça c'est fait, là c'est le moment où vous allez faire votre réflexion guidée, faire le bilan. Ok, ça je le fais. Ça marche pas. Pourquoi ça n'a pas marché ? C'est là que vous allez dire, ok, pour résoudre ce problème précis, je vais mettre en place telle chose et telle chose. Ensuite, une fois que vous avez fait le bilan, là, c'est le moment de reprendre toutes vos actions, toutes vos solutions et de dire, aujourd'hui, pendant les 2 ou 3 prochains mois, je vais 3 petits points. Et donc, vous allez choisir 2 ou 3 actions que vous allez accomplir. Et je pense que c'est bien de pas trop se charger. Peut-être, en fait, dans les étapes précédentes, vous allez lister beaucoup de problèmes.
Et je pense que c'est important de ne pas vouloir tout régler en même temps. Je pense que c'est bien de pouvoir se focaliser sur ce que vous pensez être votre plus grosse difficulté. Et si c'est qu'une chose, si par exemple vous avez déjà aujourd'hui une vie très très chargée et que vous êtes déjà un peu dans le rouge, je pense que là c'est très important même de choisir qu'une seule chose. Donc moi je me limiterai à 3 maximum. Et là vous allez faire une fois de plus une petite feuille. Et ça, cette feuille-là, vous allez la garder à vue tous les jours. Et ça va vous aider pour transformer vos objectifs moyen terme, donc à 2 à 3 mois, en vos objectifs hebdomadaires en fait. Donc vous allez en permanence, pour faire après, quand vous ferez votre planning de la semaine, vous allez avoir ces fameuses 2 ou 3 choses, vous allez laisser tomber le reste, et vous dire aujourd'hui, on se focalise là-dessus. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir justement faire ce lien qui est souvent manquant entre la vision d'une part long terme et ce que je fais tous les jours. Ouais, si je reprends un petit peu ce que tu viens d'expliquer, donc moi ici, je vais être en congé de maternité bientôt. Et mon but, c'est vraiment d'avoir mes 3 mois de congé de maternité, donc d'arrêter mes consultations pendant ce temps-là. Je choisis de ne pas prendre de remplaçant. Et donc, ma stratégie, c'est de pouvoir assurer quand même une continuité du suivi chez les patients que je suis actuellement pendant cette longue période de 3 mois. Et donc, l'application Mon Suivi Diète s'y prête super bien. Et donc, comment est-ce que j'ai fait ici pour mettre en place ça? Donc, 3 mois, donc on retombe sur la période, effectivement, tu disais, de 2 à 3 mois. Donc, 3 mois avant ce congé de maternité, là, j'ai mis en place donc, les défis via l'application. Donc, pour moi, c'est une des solutions, en tout cas, qui permet vraiment d'assurer cette continuité pour engager un maximum mes patients à utiliser l'application. Et donc, voilà, c'est super de mettre en place des défis, c'est super de vouloir garder le contact avec mes patients pendant ces 3 mois de congé. Mais après, de là, il faut clairement se définir une stratégie, se définir le temps sur la semaine que je vais consacrer à ça, à quel moment et à quel objectif ça va servir. Voilà un petit peu, moi en tout cas, ce que je mets en place pour avoir cet objectif, cette vision que je rêve d'avoir ces 3 mois de congé de maternité sans rendez-vous. C'est intéressant du coup cette démarche parce que je réfléchis en même temps, tu vois, qu'on parle. Mais moi, en fait, j'ai une vision en ce moment où j'ai envie, toujours dans ce souci d'apporter plus d'accompagnement. J'aimerais proposer. Donc ça, je pense que c'est ma vision, c'est de proposer plus d'accompagnement. J'aimerais proposer des groupes, en fait, des groupes de parole entre mes patients. Et en fait, effectivement, derrière, ça implique de réfléchir à une vraie stratégie pour que ça fonctionne. C'est-à-dire comment, à quelle fréquence, quel temps ça va me prendre pour préparer ça, sur quelle thématique, parce que juste dire groupe de parole, je pense que ça suffit pas. Comment je vais attirer mes patients dans ces groupes-là? Donc, je suis qu'au début, j'en suis qu'à la vision. Je pense avoir trouvé une forme de solution avec des groupes comme ça en visio et en tout cas des partages comme ça entre patients. Maintenant, il faut que je déploie la stratégie et je pense que c'est effectivement une étape importante où on pourrait se dire juste je vais me lancer, allez, je propose un groupe, un atelier à mes patients. Je pense qu'avant ça, il va falloir que je passe par plusieurs étapes pour bien définir ce projet-là. Qu'est-ce que je veux derrière ce projet-là? Qu'est-ce que je veux mettre en place? À quoi ça va servir pour mes patients? Moi, comment je vais m'organiser? Voilà, je pense que c'est effectivement des étapes importantes. Oui, et puis le plus important, Marion, qu'est-ce que tu veux apporter au monde en tant que diète? Donc, tu peux vraiment y aller encore plus loin et se dire voilà comment je vais impacter mes patients en fait, tu vois, et de voir après comment ce truc d'atelier collectif, on peut l'appeler comme ça, non? Ouais, c'est ça. Peut venir jouer un rôle là-dedans, quoi. Et après, tu pourras mieux à décider, je le fais pas, ou je fais un truc un peu hybride. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et toujours se laisser le temps aussi. Voilà, de le tester. Il faut pas le tester une fois, je pense. Il faut le tester plusieurs fois et voir aussi l'impact que ça a. Et les 2-3 mois sont vraiment une bonne période pour prendre du recul et pouvoir analyser ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et ici, moi, ça fait 6-8 semaines que je fais les défis. Voilà, aussi, j'apprends des choses. Je vois que il y a des patients qui s'engagent seulement maintenant à
à participer au défi alors qu'ils ne le faisaient pas au début. Donc, voilà, il faut, je pense aussi, laisser le temps que les gens... au projet de prendre, quoi. Il faut complètement. Oui, tout à fait. Faudrait pas tomber dans le syndrome, et c'est pour ça, en fait, qu'on conseille ces périodes de 2 à 3 mois. Faudrait pas tomber dans le syndrome, ça marche pas, je change. Et qu'on ne s'est pas donné l'opportunité de rater, de peaufiner, d'ajuster nos stratégies pour vraiment dire ouais, non, en fait ça marche vraiment pas, en fait j'ai tout essayé, ça marche pas, sans non plus trop insister. Et donc c'est pour ça que les 2 à 3 mois sont bien. Et puis ça un petit bonus aussi, ça allège aussi un peu de charge mentale, parce que pendant ces périodes là, en fait on va pas se remettre en question. En tout cas, pas en profondeur. On va en dire voilà, j'exécute ce que j'ai dit que j'allais faire, et c'est tout. Et après, on a un chapeau. On pourrait avoir 2 chapeaux, hein, l'architecte, l'artisan, tu vois. Il y a un moment, ok, je suis architecte, je dis ok, voilà comment je vais faire mon truc. Puis après, je dépose ça sur le côté, je reprends mon autre casquette, et c'est bon. Là, je bosse et j'exécute, quoi. Et donc, justement, quand on a la casquette d'artisan, voilà, c'est bien beau, on a la vision, on a la stratégie, et maintenant, en fait, on va mettre un système pour mettre tout ça en place, et j'insiste beaucoup sur ce mot système, et ça va se traduire par le planning hebdomadaire, en fait. C'est-à-dire que, on en a aussi parlé de la manière dont vous allez définir vos prises en charge, c'est-à-dire que vous avez votre calendrier de la semaine, vous savez à quel moment vous allez prendre en charge vos patients, vous allez intégrer tous les autres éléments de votre vie privée, aussi parce qu'il faut que ça s'intègre dedans, il faut pas commencer à faire des trucs impossibles. Vous allez aussi remplir tout ça avec vos impératifs de vie privée, tout en faisant de la place aussi pour du temps personnel et du temps pour se ressourcer, parce que c'est important. Mais c'est tout aussi important d'aller bloquer des plages qui vont être destinées à faire ce travail long terme, où vous allez développer votre prise en charge, vous allez lancer vos projets à long terme. Par exemple, tous les mardis et les jeudis après-midi, je me prends 2 heures et je fais que ça, quoi. Et je défends ce titre au même titre que je défends ces plages, au même titre que des plages de consultation, en fait. Moi, je suis fan de la plage du matin parce qu'on est chez soi, on n'est pas dérangé par des appels ou par les enfants ou quoi. Donc, je trouve que cette plage-là du matin est quand même pour moi en tout cas la plus propice. Donc, je vous invite même pour le fun, pendant une semaine, à essayer de vous lever une demi-heure, 3/4 d'heure plus tôt chaque matin pour un peu bosser à ça. Je trouve que, voilà, même pour vous amuser, pour tester, je trouve que ça vaut la peine. Voilà, les défis Mon Suivi Diète, moi, j'ai fait à ce moment-là. Quand j'ai mis en place mon approche thématique en 2018, c'est à 5 heures du matin que je l'ai fait. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment la meilleure heure, le moment où j'étais la plus fraîche dans la tête et la plus efficace au travail. Donc, c'est vrai que tous les gros changements que je fais, c'est vraiment à cette heure-là. Donc, je vous invite à tester. N'est-ce pas, Marion? Marion, il faut savoir que Marion n'est pas trop du matin, je crois. Je me réveille beaucoup trop tôt déjà, donc ce n'est pas possible. Mais moi, je suis adepte de la tranche horaire entre midi et 2. C'est vrai que j'aime bien m'accorder ce temps-là pour avancer sur des projets vraiment... voilà, c'est ma plage, soit c'est mes formations, mais c'est en tout cas mon petit temps, soit avant manger, soit après manger, mais c'est vraiment mon temps, je suis toute seule et je prévois mes trucs un peu plus créatifs sur cette tranche horaire-là, qui me convient beaucoup mieux que 5 heures du matin. Je te rassure, Marion, ce qui compte, c'est la régularité. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. On a déjà parlé de beaucoup de choses. Nico, est-ce que tu sais nous faire un petit résumé de tout ce que tu viens d'expliquer? Oui, on a beaucoup discuté. Enfin, j'ai beaucoup parlé aussi, mais on est parti à la base, en fait, de finalement l'organisation ou les problèmes d'organisation. Mais en fait, c'est tellement, voilà, ça va tellement toucher des choses un petit peu dans tous les sens. Je pense que c'était nécessaire, de donner des informations vraiment complètes. Et je pense qu'on a vraiment pris le temps ensemble, essayer de résumer, de synthétiser vraiment ce qui fait en tout cas une bonne organisation et une mauvaise organisation. Pour nous, les 3 ingrédients vraiment de base qui vont faire en sorte que vous allez vous sentir vraiment
organisé, que vous aurez la sensation de progresser, d'aller quelque part, la sensation du travail bien fait et d'éviter de refaire toujours les mêmes erreurs, eh bien c'est vraiment vous poser et définir vos prises en charge. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas et comment. Deuxième point, c'est vraiment avoir bien géré et contenu le travail pré- et post-consultation, un travail qui va vraiment servir votre vision, qui va pas vous mettre dans le rouge et qui va faire en sorte qu'il est utile pour vos patients, qui va faire avancer vos patients. Et le troisième point, c'est en fait cette vision qui est souvent le truc à laquelle on pense pas, mais en fait qui est à la racine de la stratégie que vous allez mettre en place et l'organisation qui va en découler pour mettre vraiment sur les rails vos projets de développement moyen et long terme. Moi, je voulais faire quand même un petit clin d'œil, peut-être parmi vous, il y a certaines personnes qui se sentent vraiment dans le rouge, qui vraiment sont très très chargées, que leur consultation leur prenne énormément de temps. Et voilà, quand on est dans une situation exceptionnelle, peut-être qu'il faut prendre des mesures exceptionnelles. Eh bien, pourquoi pas aller dans un premier temps, si vous ne pouvez pas vous poser et faire prendre du temps pour vraiment travailler ces 3 points que je viens de discuter là, essayez de prendre peut-être des rendez-vous dans vos plages de consultation, des rendez-vous avec vous-même qui serviront à ça, quitte à espacer peut-être un peu plus vos rendez-vous, mais en tout cas, vraiment passer à l'action pour essayer de sortir de ce cercle vicieux. Merci Nicolas, en tout cas pour tes conseils, c'était très, très clair et très complet. On a cité pendant nos échanges Mon Suivi Diète comme outil qui pouvait permettre de gagner du temps entre les consultations, de mieux s'organiser, de mieux préparer aussi ces consultations de suivi. Si vous avez envie de tester, vous pouvez aller sur le site Mon Suivi Diète. Vous avez un bouton tester le logiciel, ça vous permet de vous inscrire gratuitement et vous avez 15 jours pour essayer. Vous pouvez tester avec quelques patients ou vous-même l'application et voir un petit peu comment tout ça fonctionne. N'hésitez pas à faire ce test-là, c'est gratuit. Moi, je tiens à féliciter quand même tous les diététiciens qui nous écoutent parce que c'est qu'ils ont quand même su s'organiser dans leur plage horaire pour bloquer du temps ici pour nous écouter et essayer d'améliorer. Donc, bravo à vous. Si vous souhaitez rendre vos consultations plus dynamiques et que vos suivis soient plus impactants et plus porteurs pour vos patients, nous avons un guide qui reprend tous mes conseils et tout ce que j'ai mis en place ici sur plus de 10 ans d'expérience comme diététicienne indépendante, mais aussi toutes des astuces pour vraiment avoir une prise en charge au top, des conseils pour avoir un bon mindset en tant que diètepreneur, des astuces aussi pour trouver vos premiers patients. Donc, c'est un guide qui est gratuit et que vous pouvez télécharger sur dièteentransition.com. C'est gratuit, je vous invite à le télécharger. Vous recevrez tout par email. Ça dure pendant plusieurs jours. Vous recevrez plusieurs emails hyper intéressants. Donc, allez-y. Et puis, comme d'habitude, on va se répéter, mais si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, autour des collègues, et puis de vous abonner à la chaîne. Merci, mon chéri, pour ta présence dans notre podcast Entre deux patients. Avec plaisir. Merci, Nicolas. Et merci à vous d'avoir écouté notre nouvel épisode et à bientôt Entre deux patients. Au revoir, à bientôt.